Je me suis prêtée à l'exercice de regarder dans l'histoire de la formation professionnelle, alors pas la préhistoire, hein, mais l'histoire très récente, si on parle déjà de l'information sur la formation et d'où nous vient cette préoccupation qui semble aujourd'hui pressante, indispensable, incontournable pour pouvoir accéder à la formation. Alors, quelques rappels que chacun d'entre vous connaît déjà hein, sur les critiques qui sont présentées pour accéder à la formation, les inégalités d'accès. Ben oui, on sait tous que quand on travaille dans une petite entreprise, on accède moins facilement à la formation que dans une grande entreprise. Est-ce pour autant un problème d'information? Je vous pose la question. Ensuite, on accède moins à la formation quand on est moins qualifié que quand on est déjà diplômé, qualifié et que peut-être on est cadre supérieur ou agent qualifié dans une grande entreprise. Là aussi, une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes accéderaient moins à la formation, notamment les femmes les moins diplômées. Vous voyez, il y a quelquefois accumulation des difficultés rencontrées par les publics auxquels on veut faire accéder à la formation, puisque aujourd'hui, maintenant, on parle de la formation tout au long de la vie. Donc ces inégalités d'accès, en fait, ont placé la formation professionnelle dans un paradigme particulier depuis maintenant une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. La formation professionnelle n'est pas un secteur à part entière, mais pour les politiques publiques, c'est devenu un moyen d'accéder à l'emploi, c'est devenu un moyen d'entretenir, de maintenir son employabilité et en fait aussi d'obtenir une certification. Autre critique affichée depuis de nombreuses années, c'est que la formation professionnelle, les organismes de formation, les politiques publiques manqueraient de visibilité, voire de lisibilité. Vous avez dû entendre parler de certains rapports parlementaires qui critiquent la complexité du paysage de la formation professionnelle. Quand on a besoin d'une formation professionnelle, on s'adresse à qui? À Pôle emploi, à un CIO, à une mission locale, à un Cap emploi. Enfin, en fait, il y a un manque de lisibilité, une complexité qui a été pointée depuis de nombreuses années dans de multiples rapports. Je vous en cite deux particuliers. Le rapport Guégaud en 2008 parlait déjà d'information et mettait en avant la nécessité de diffuser de l'information, ainsi que le rapport Cherpion qui parlait de l'opacité de notre milieu, de notre champ professionnel et qui du coup mettait en avant la nécessité de simplification et d'apporter des solutions ou des outils de visibilité à la formation professionnelle. Alors, les remèdes, vous connaissez tous les multiples lois qui égrènent depuis maintenant une petite dizaine d'années. Depuis 10 ans, on n'a jamais vu autant de lois sur la formation professionnelle que les 30 dernières années. C'est vrai que je ne suis pas remontée il y a 10 ans, mais presque, hein, vous voyez, 2009. Et auparavant, il y a eu une loi importante en 2004 hein, sur la formation. Mais je vous ai cité les 3 dernières. La loi de 2009 qui déjà mettait en place, qui obligeait l'État à mettre en place un système national d'information sur les offreurs de formation. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, en Île-de-France, vous avez dû entendre parler de Docélio, puisque le Cariforef, déjà, avait une base de données qui s'appelait Kélios, et le ministère du Travail a essayé d'impulser déjà une centralisation, une centralisation de l'information sur les offreurs de formation, déjà à partir de 2010-2011. En 2014, la loi de 2014
la loi importante qui institue le CPF, qui institue aussi l'entretien professionnel et la mise en place d'une nouvelle prestation de service, le conseil en évolution professionnelle. Et là, effectivement, on voit émerger et confirmer la place de l'orientation, donc un concept qui n'est pas nouveau pour nous, spécialistes techniciens de la formation professionnelle, mais qui dit orientation, dit information, bien sûr sur les métiers, mais aussi sur les dispositifs de formation professionnelle, sur les conditions d'accès à la formation professionnelle. Et là, on met en place une nouvelle prestation de service et une nouvelle fonction, les conseillers en évolution professionnelle. Et ces conseillers en évolution professionnelle, on va le voir après, eh bien, ont des besoins d'information, puisque c'est par eux que passe l'accès à la formation, notamment via le CPF. Et surtout, je vous rappelle, sans rentrer dans le détail, que 5 types de structures sont conseils en évolution professionnelle: le réseau des missions locales, le réseau des agences Pôle emploi, le réseau des Cap emploi, le réseau des APEC, de l'APEC pour les jeunes cadres et les moins jeunes cadres, et le réseau des OPACIF. Donc ces 5 réseaux ont la légitimité pour être conseillers en évolution professionnelle, et ils vont avoir besoin d'être nourris, d'être alimentés dans la mesure où, complexité oblige, il est nécessaire de donner de l'information pour faciliter l'accès à la formation, qui est un des éléments du CEP, et pas le seul évidemment. Le décret qualité aussi, puisque aujourd'hui, si vous voulez, les financeurs de la formation doivent inscrire dans un catalogue public les critères qualité auxquels devront répondre les organismes de formation. On en a déjà parlé lors d'une de nos matinées où on vous avait présenté déjà la dimension qualité de la formation et donc qualité de l'offre ou qualité des structures. C'est toujours pas débattu, mais en tout cas, les financeurs de la formation sont dans l'obligation, à travers cette loi, de mettre en place un catalogue public qui recense les prestataires de formation que vous êtes, qui respecteront les critères qualité et les indicateurs. Je vous rappelle que d'ores et déjà, les OPACIF se sont mis d'accord sur 21 critères, et évidemment, ces critères sont déclinés en indicateurs. Vous retrouvez tous ces éléments sur le site de Défi Métier. La loi, toujours de 2014, renforcée par la loi Travail, donc les financeurs doivent partager des données, vous lisez sur la diapo, les données transmises par les organismes de formation, les informations sur le coût des actions de formation, et les financeurs ont l'obligation de transmettre, donc d'échanger ces informations entre eux et de les transmettre aussi à la Caisse de dépôt et des consignations. Et donc on va voir justement quel impact cet article va avoir sur l'ensemble des systèmes d'information. Vous pensez bien que pour pouvoir réaliser cette action, les financeurs vont mettre en place des outils sur lesquels, au niveau national, on est d'ores et déjà en train de réfléchir. Une obligation qui pèse sur les organismes de formation, donc les critères qualité dont je vous parlais tout à l'heure, je n'y reviens pas. 21 critères qualité sont d'ores et déjà mis en place par les OPCA. Et puis, vous pouvez utilement aller voir sur le site du CNEFOP, il y a des labels qui existaient auparavant, auxquels sans doute certains d'entre vous sont d'ores et déjà accrochés, comme le label OPQF, le label de l'ICF, enfin, il y a toute une série de labels, il y en a déjà 12 reconnus par le CNEFOP. Vous allez retrouver ces labels auxquels vous pouvez souscrire, bien sûr, sauf si un financeur vous en impose un particulier. Tout dépend qui finance
votre organisme de formation. Une autre obligation pour les organismes de formation, informer les financeurs d'un certain nombre d'éléments concernant les stagiaires que vous allez accueillir. Informer, vous voyez, de la date de début, de l'interruption, de l'achèvement de la formation. Il va être aussi obligatoire d'adresser à chaque financeur des données relatives à l'emploi. Donc, c'est-à-dire, est-ce que, à l'issue de votre formation, les stagiaires ont retrouvé un emploi, se sont inscrits à l'emploi? Il existe déjà des enquêtes d'insertion, mais nous pensons à Défi Métiers qu'elles vont se généraliser. Et bien sûr, des données relatives au parcours de formation professionnelle. Et là, nous pensons aux interruptions de parcours, bien sûr, au taux d'absentéisme, aux absences répétées de stagiaires, mais aussi aux accompagnements qui vont pouvoir avoir lieu en cours ou au cours d'un parcours de formation professionnelle. Aujourd'hui, on sait de plus en plus, et vous êtes peut-être mieux placés que nous pour le savoir, nous, c'est le résultat de notre observation, mais on sait qu'un parcours de formation est loin d'être linéaire et qu'au cours d'un parcours de formation, eh bien, un stagiaire peut être accompagné par un accompagnement, alors soit par vous-même, certains organismes de formation ont été dans l'obligation de mettre en place de l'accompagnement social, compte tenu des caractéristiques du public accueilli, mais il peut y avoir aussi un travail collaboratif, partenarial entre des structures d'un territoire et les organismes de formation. Et donc, nous pensons que dans les années à venir, les politiques auront dans l'obligation d'identifier les étapes d'un parcours d'insertion professionnelle qui passe par la formation.